Bien, bonjour à tous. Donc moi j'ai l'habitude effectivement de faire le premier cours de chaque année à l'étranger de Paris, c'est-à-dire ce qu'on appelle en région, donc en province. Et j'ai fait à Lyon, à Rennes, à Lille, à Sophia Antipolis et aujourd'hui à Bordeaux. Et ce cours est un peu différent des autres. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors Yogi Berra me tient à cœur. Ceux qui étaient dans la salle ont vu d'autres phrases de Yogi Berra avant. Ceux qui n'ont pas cette chance les verront dans les transparents qui seront tous sur le site du collège avec le film. Donc en théorie, la théorie et la pratique c'est pareil. En pratique c'est pas vrai. Phrase de Yogi Berra, très grand joueur de baseball américain et grand créateur d'aphorismes. On en verra d'autres dans le cours de ce cours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais faire 4 parties, assez différentes les unes des autres, c'est exprès. Le premier, c'est où la partie est complètement confuse malgré une théorie parfaite, pas partout confuse, mais souvent confuse. La deuxième, c'est où la pratique déborde complètement la théorie. La troisième, c'est où il y a une espèce de combat bizarre entre théorie et pratique qui s'aiment, qui se détestent, etc., suivant les régions et tout. Et la quatrième, c'est le mariage final, et il y a des endroits où les deux vont parfaitement en harmonie. Alors, je vais vous montrer d'abord quelque chose qui concerne les probabilités. Les probabilités, alors ça ne va pas être informatique spécialement, mais les probas, c'est quelque chose sur laquelle la pratique, l'intuition des gens est d'une fausseté admirable. Et ces deux exemples, je les aime beaucoup, ils sont très instructifs. Le premier, donc, c'est le loto à Antibes. Donc, le loto à Antibes, une de mes devises fondamentales, c'est si j'ai une chance sur 1 million de réussir, il y a une chance sur 2 que j'y arrive. Je ne pense pas que ce soit Yogi Berra, mais ça aurait pu, et c'est ce qu'on pense très souvent. Par exemple, Tintin réussit tout le temps avec beaucoup moins d'une chance sur 1 million, donc c'est possible. Alors, les Shadocks aussi avaient quelque chose, une phrase qui était très très précise, c'est si la fusée a une chance sur 1 million de marcher, ratons vite les 999 999 premiers essais. Ce qu'ils ont fait, comme les Européens à l'époque d'ailleurs. Et voilà, donc cette histoire est très jolie, elle est parfaitement authentique. C'est en 1978, dans mon labo, on se discutait beaucoup entre matheux et informaticiens pour savoir si c'était intéressant de jouer au loto ou pas. Donc on a une probabilité quasiment nulle de gagner gigantesquement. Donc c'est très dur à évaluer, ça existe, ça s'appelle des probas des phénomènes exceptionnels. Moi je suis nul à ça, mais on en a déduit que à partir du moment où on jouait à peu près le même montant que ce qu'on perdait par nos poches, c'était pas bien grave, on faisait comme on voulait. Et puis donc moi un jour j'allais tirer de l'argent, c'était l'époque où on tirait de l'argent à la banque, j'allais tirer de l'argent, à côté il y a un tabac avec une matrone sur le comptoir à tabac, et puis un bar avec des gens qui prennent à l'époque c'était le café Calva et les blancs limés, et je prends une grille de loto et je coche 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Et là, la buraliste me regarde d'un air semi-courroucé et il me dit « Monsieur, je refuse de valider votre grille ». Alors moi, légèrement surpris, me disant qu'il va se passer quelque chose d'intéressant, je lui dis « Mais pourquoi donc ?» Elle me dit cette belle phrase « Parce qu'ici, les gens ne viennent pas pour perdre ». Et elle me montre les joueurs de loto avec les photos des numéros gagnants et les 5 joueurs qui ont gagné dans la région en 10 ans. Et bon, moi je joue l'air un peu bête, je lui dis « Mais une grille ou une autre, c'est pareil ». Et là, elle me dit « Mais enfin !» Et puis elle parlait de plus en plus fort, ce qui fait que les gens du bistrot étaient intéressés à la discussion. Mais enfin, tous vos numéros sont serrés sur la même ligne, ça ne va pas du tout, il faut répartir. Et alors là, moi, je commence à calculer dans ma petite tête quelle est la probabilité de gagner en répartissant, qui ne doit pas être bien grande, mais je n'ai pas le temps de finir le calcul, qu'elle me dit « Vous faites quoi comme métier ?» Alors, moi, je n'allais pas lui dire que je suis informaticien, parce qu'à l'époque, c'est un métier qui était inconnu, et je lui réponds donc, je suis mathématicien. Et là, avec un sourire entendu, elle m'a dit, ça ne m'étonne pas, raison de plus. Et je sentis toute la salle qui se vengeait des mathématiques à l'école. Donc je suis parti, je suis allé à Carrefour, j'ai joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai perdu, j'ai raconté l'histoire à 2 amis matheux qui m'ont dit d'un air consterné, toi aussi tu joues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Alors, plus sérieux et plus étonnant, un problème qui a été posé il y a pas mal de temps, qui a donné lieu à un livre qu'il faut vraiment lire, qui s'appelle The Monty Hall Problem. Donc Monty Hall, c'était le présentateur de télé, c'était lui, et c'est un jeu très simple, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui a fait couler une quantité d'encre incroyable. Vous avez 3 portes, et derrière une de ces portes, vous avez une voiture, et derrière les 2 autres, vous avez une chèvre. Il n'y a pas de tricherie, et vous êtes supposé que vous n'êtes pas berger, vous voulez la voiture. Donc vous choisissez une porte.
Donc vous choisissez une porte, et à ce moment-là, le présentateur dit « mais je vais vous aider ». Il ouvre une autre porte que celle que vous avez montrée, et il dit « là, il y a une chèvre ». Et la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez le droit de rejouer maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Deux réponses possibles, a priori. Réponse 1, bon, mais j'ai changé de jeu, parce que maintenant, il n'y a plus que deux portes. Hein. Ça a changé de jeu, donc j'ai une chance sur deux, que je change ou pas, c'est pareil, une chance sur deux. Mais quand même, c'est bizarre, parce que j'avais une chance sur trois au début, ça a monté une chance sur deux, alors que je n'ai pas changé mon choix. Il y a un truc bizarre là-dedans. Hein. Et la deuxième, c'est ma probabilité devient 1,5 si je ne change pas, mais elle passe à 2/3 si je change, donc je change. Bon, alors le problème a été posé par Marilyn von Savant dans un canard américain qui s'appelle Parade, et Marilyn von Savant a le plus grand QI jamais mesuré à l'époque. Sur un homme, on ne mesure pas de QI chez tout le monde, hein, dans cette salle, je ne sais pas combien ont été mesurés, mais elle avait un énorme QI, et donc elle a répondu, il faut changer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu des milliers de lettres d'injures, lui disant qu'elle racontait absolument n'importe quoi. 92% des lettres du grand public disaient que c'était n'importe quoi, et 65% des gens des universités. Ok, intéressant. Voilà le genre de lettres qu'elle recevait. Vous êtes complètement incorrect. J'espère que cette controverse va donner une attention publique nationale à la crise sérieuse des États-Unis dans l'éducation mathématique, etc. Si vous changez d'avis, vous contribuerez constructivement à la solution de cette crise. Combien faudra-t-il de mathématiciens en colère pour vous faire changer d'avis? Et même Erdős, le plus grand problème solver du XXe siècle, s'est gouré. Parce que la réponse, c'est 2/3. Alors, moi, j'avais un avantage, enfin, moi et mes copains, on avait des avantages, c'est qu'on ne savait pas que c'était un problème de proba. Donc, on a trouvé tout de suite 2/3 parce que c'est trivial. Alors, je vous montre la preuve. Par symétrie, vous pouvez montrer toujours la première porte, ça ne change rien au jeu, hein, sinon vous faites 3-4 plus. Si au premier coup, vous avez montré la voiture, eh bien, il va vous montrer une des deux chèvres. N'importe. Et si vous changez, vous avez perdu. D'accord? Ça, c'est vraiment très simple. Par contre, si vous aviez montré, si la voiture était derrière la porte 1, vous avez perdu. Si la voiture était derrière la porte 2, le présentateur est obligé de vous montrer la porte 3. Si vous changez, vous avez gagné. Si la voiture est derrière la porte 3, le présentateur est obligé de montrer la porte 2. Si vous changez, vous avez gagné. Donc il y a 3 cas possibles, il y a 2 gagnants et 1 qui perd. Il n'y a pas besoin de faire des probas. Donc 66% des universitaires se sont plantés à envoyer des lettres d'injures. Alors c'est quand même intéressant. Hein. Erdős a fait des simulations, il a dit je trouve 2/3, mais je ne comprends pas où je me suis gouré dans mes simulations. C'est étonnant aussi. Alors voilà, donc la théorie est connue. Hein. La théorie, vous faites des calculs, ça marche bien. Moi je ne savais pas que c'était un problème de proba. Et comment elle s'en est tirée, c'était absolument extraordinaire. Elle a fait un protocole précis que tout le monde a accepté. Elle l'a envoyé à plusieurs centaines de classes de lycée en disant aux gens de faire les mesures. Et toutes les classes ont trouvé 2/3. Erdős a fini par trouver 2/3 aussi. Et voilà le genre de lettre qu'elle a reçue. Notre classe, avec un enthousiasme débridé, est fière d'annoncer que vous avez raison. Merci pour votre foi dans les éducateurs américains pour résoudre ce problème. Donc c'est quand même extraordinaire, un problème trivial qui déchaîne les foules. Hein, et la théorie est quand même très simple, hein, pour tout dire. Bon, il y en a d'autres des cas comme ça, mais je préfère aller plutôt dans les autres. Où la pratique déborde la théorie. Donc on va commencer par une spécialité bordelaise, le calcul booléen. Après, on va regarder un certain nombre de fausses théories qui circulent sur la loi de Moore, sur la sécurité informatique, sur le quantique, des choses comme ça. Alors, le problème du calcul booléen est un des problèmes les plus compliqués des mathématiques. Calcul booléen, c'est juste et ou non, vrai-faux. Hein. Et donc, j'en ai parlé longuement. Merci à Laurent Simon qui m'a beaucoup aidé et qui a fait un séminaire remarquable sur ce cours. C'est un des trucs les plus fascinants que je connaisse à l'heure actuelle. Le problème SAT, voilà. Alors, un peu du Yogi Berra pour comprendre les enjeux de la logique. Hein. La moitié des mensonges que racontent sur moi sont faux. Il faut réfléchir. Hein. Et il faut toujours aller à l'enterrement des autres, des fois qui ne viennent pas, sinon ils ne seront pas tentés de venir au vôtre, ce qui est aussi un problème de logique intéressant, temporel.
Alors, SAT, c'est quoi? Eh ben, on a des formules booléennes, donc des variables à valeur vrai ou faux, ou 0, 1, des opérateurs les plus classiques et ou non, implique si ça vous amuse, et des littéraux. X, c'est X c'est vrai, X bar, c'est X c'est faux, c'est non X. Et alors, on utilise toujours ce qu'on appelle les formes normales conjonctives, on apprend ça à l'école, donc c'est des et de ou, hein, des conjonctions de disjonction. Alors ça s'appelle une clause, Dieu sait pourquoi. Et voilà, et comment est-ce qu'on calcule? Le problème, ça, c'est est-ce qu'on peut la rendre vraie en donnant certaines valeurs aux variables? C'est tout. C'est un problème absolument majeur dans un nombre de cas absolument étonnant. En industrie, dans l'industrie des semi-conducteurs, par exemple des circuits, il y a des ordinateurs qui font du SAT à perte de vue, mais il y en a partout, et en preuve de programme, on a beaucoup utilisé ça, nous, à SRL Technologies, pour faire des preuves sur les avions ou des choses comme ça. C'est un problème majeur. Comment on fait? Par exemple, on va essayer de mettre toutes les valeurs des variables. On va énumérer les valeurs des variables. Donc, par exemple, là, oui, c'est vrai pour x égale 1, z égale 1, v égale 0. Il suffit de vérifier. Quand on devine des valeurs, si on donne une liste de valeurs, le vérifier, c'est linéaire, c'est très, très rapide. Mais dans le manque de bol, c'est que des listes de valeurs, il y en a exponentiellement. Donc, la question de savoir si on sait résoudre facilement ce problème est une des questions du millénaire en mathématiques. Si vous la touchez, vous gagnez $1 million. Et bon, c'est comme ça. Alors ça s'appelle un cube, une conjonction. Une disjonction, c'est une clause, et une conjonction, c'est un cube. Ça date des années 50, des tables de Carnot, je pense. Ça a été énormément utilisé. Lewis Carroll a fait beaucoup d'études très intéressantes sur ce problème. Alors, Cook, en 1971, a donné un des théorèmes centraux de l'informatique, hein, un des premiers. Il a défini la notion de problème NP, NP complet. Je suppose que beaucoup de gens connaissent ça. NP, ça veut dire, c'est comme pour SAT, si on vous propose une solution, c'est super facile de vérifier si c'est une solution ou pas. Et par contre, trouver la solution, c'est très dur. Et la conjecture, c'est que c'est exponentiel. Et elle n'est toujours pas prouvée. C'est aussi un des problèmes du millénaire. Non, c'est le même que tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, NP complet, ça veut dire que tous les autres problèmes NP se réduisent à celui-là. Donc SAT est l'exemple typique, mais il y en a énormément d'autres. Alors, SAT, c'est Cook 71. Levin a fait un problème de pavage du plan qui est strictement équivalent, mais totalement différent. C'est de la géométrie en 73, indépendamment. Après, ils se sont aperçus que c'est la même chose. Karp, un très grand nom de l'algorithmique, a montré que 21 problèmes extrêmement différents les uns des autres étaient équivalents. Et puis maintenant, on en connaît des milliers dans un nombre extraordinaire de domaines qui sont complètement tous équivalents. Si on résout un, on les résout tous les autres. Donc, c'est un truc vraiment très important. Et la conjecture, c'est que c'est exponentiel. Et pour l'instant, par exemple, si vous voulez montrer qu'on ne peut pas mettre 15 pigeons dans 14 trous sans en mettre 2 dans le même trou, ce qui est trivial avec des preuves autre chose que SAT, hein. Enfin trivial, non d'ailleurs c'est pas trivial. Avec SAT, on ne sait pas faire ça, c'est un problème ouvert, et on ne sait pas s'il y a des moyens de le faire avec SAT tel qu'il est. Bon, ça fait des tas d'autres choses, on va le voir. Alors en pratique, donc la théorie, c'est plutôt que les théoriciens disaient plutôt, il ne faut pas essayer de s'attaquer à ce problème, c'est trop dur. Donc pendant très longtemps, personne n'a vraiment attaqué ce problème. Dans les années 60, par là un peu plus, il y avait un algorithme qui était l'état de l'art en 85, qu'on appelle des PLL, bon c'est des initiales de gens, je ne vais pas en parler vite. C'était un algorithme, on essaye, on fait des retours arrière, on essaye, on fait des retours arrière. En 86, Randy Bryant aux USA a inventé une structure magique qui s'appelle les BDD. J'ai beaucoup enseigné, beaucoup utilisé en cours. Ça a gagné des ordres de grandeur, mais on arrivait à traiter des formules à quelques centaines de variables. Et c'était déjà énorme, parce qu'avant, à 10 variables, on commençait déjà à peiner. Et puis après, il y a eu des découvertes successives. Donc, Laurent Simon les a expliquées. Et moi, je les ai paraphrasées, parce que je n'étais pas dans le coup. Et Laurent Simon, dans son exposé, donc, qui était au Labri ici, l'a beaucoup mieux expliqué. Et il fait un des meilleurs solveurs connus, qui s'appelle Glucose, et qui va être utilisé dans la suite. Et puis, il y a des structures de données complètement magiques, où par exemple, faire un backtrack, faire un retour arrière se fait sans faire aucune opération. Et ça, c'est complètement étonnant. C'est quand on voit ça la première fois, on se dit, mais comment c'est possible d'avoir pensé à un truc aussi bête et aussi incroyablement beau? Voilà. Et maintenant, il y a des progrès très forts dans le domaine, toujours. Il y a d'énormes applications, mais personne n'a la moindre idée de pourquoi ça marche, quand ça marche. On traite des problèmes avec des millions de variables, et on ne sait pas pourquoi ça marche.
Comme pour le deep learning, où ça marche super bien, la traduction des langues, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Moi, je trouve ça cool de fabriquer des machins qui marchent très bien et qu'on ne sache pas pourquoi. La biologie a fait ça avant nous, mais on n'a rien créé en biologie. Vous voyez le genre de courbe de progrès. Ça, c'est il y a 300 problèmes dans un catalogue bien précis. Il y en a qui sont trop durs. Mais ça, c'est en 2002, on savait résoudre à peu près 110 problèmes en mettant beaucoup de temps. Ces problèmes en 2002, maintenant, ils sont à peine mesurables. Et on monte la courbe et puis on voit que tous les ans, ils s'en résout de plus en plus. Et puis le glucose est là, mais il a d'autres avantages. Par exemple, enfin, il y a d'autres, ils se battent, ils ne sont pas bons partout pareil. D'ailleurs, une bonne méthode pour être très rapide, c'est de les mettre tous en parallèle et de prendre le premier qui répond. Ça se fait dans l'industrie. Alors, voilà deux applications assez extraordinaires. En général, c'est pour résoudre des problèmes d'informatique ou d'optimisation. Par exemple, un sudoku, ça je montrais dans mon cours, un sudoku, le temps de solution d'un sudoku n'est pas mesurable. Vous ne voyez pas le CPU bouger, puis vous avez la solution de votre sudoku. Vous pouvez le voir bouger, mais il faut vraiment mettre l'échelle. Sudoku, c'est trivial. Hein, mais là, on va avoir des problèmes non triviaux. Un problème de maths, les triplets pythagoriciens. Donc ça, c'est un problème ouvert. Un triplet pythagoricien, c'est trois nombres entiers, tels qu'A2 plus B2 égale C2. Et la question, c'est est-ce qu'on peut partitionner, couper N en deux sous-ensembles, P et N, hein, les positifs et les négatifs, si on veut, ou les rouges et les bleus, comme on veut, tel qu'aucun ni P ni N ne contiennent de triplet pythagoricien. Donc ça, c'est un problème de combinatoire, c'est ce qu'on appelle les mathématiques des nombres extrêmes. C'est un nom, j'ai oublié le nom de la chose, je le retrouverai. Bon, alors pour ça, il suffit c'est faux. Et pour ça, il suffit de trouver un sous-ensemble de 1 à n, il faut trouver le n, tel que jusqu'à n, c'est vrai, quelle que soit la façon de couper en deux. Non, il existe une façon de couper en deux, telle qu'il n'y a pas de triplet pythagoricien, de la même couleur. Et puis, si vous faites n plus 1, mais c'est fini à partir de là. Et donc, c'était ouvert, et donc, voilà la réponse. C'est 7825 à 7824. Ça marche. On peut couper un triplet non pythagoricien à faux, 7825, ça ne marche plus. Alors évidemment, ce n'est pas à la main qu'on trouve ça. Alors c'est très très simple la façon de faire, mais il faut quand même être assez sportif. Donc j'ai mis la référence là. Donc vous mettez une variable par nombre, et vous dites que xi est vrai s'il est positif, s'il est dans le sous-ensemble P, et xi bar est vrai, donc xi est faux s'il est dans N. C'est un codage stupide. En booléen, il faut coder de la façon la plus bête possible. Le sudoku, vous mettez 9 variables par case. Hein. Et pour chaque triplet, vous allez ajouter deux clauses. Vous allez dire que le ou des xi, pour chaque triplet ABC, pythagoricien, vous dites qu'il y en a au moins un des trois qui est dans le P, ça c'est ce ou, et au moins un des trois qui est en N. Plus stupide, on ne peut pas. Donc vous énumérez tous les triplets pythagoriciens, ça vous fait une énorme formule booléenne, et vous la donnez à SAT. Et là, ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas parce que c'est un peu compliqué. Pas tellement que c'est gros, mais c'est très compliqué. Il y a 6500 variables, 20 000 clauses. Enfin, à la main, il ne faut pas trop essayer. Et voilà. On peut faire une petite réduction d'abord, en regardant un peu. Ça ne va pas changer grand-chose, 15 000 clauses. Et on va faire trois phases de calcul. La première, c'est de dire on va couper le problème en rondelles, parce que SAT, on ne sait pas le paralléliser. Alors on va trouver une autre méthode de parallélisation, on va prendre une variable et on va dire je considère le cas où elle est vraie, dans ce cas-là ça simplifie toute la formule, le cas où elle est faux séparément. Et puis on va prendre d'autres variables, on va faire un arbre de décision, comme ça, et après il restera des formules plus simples. Alors ça on ne le fait pas en tout petit, on fabrique 1 million de formules plus simples, qu'on peut paralléliser et donner à des solvers SAT sur 1 million de CPU, ce qui n'est plus un problème. Alors c'est ça qui est fait, on les traite, tout est astucieux là-dedans, hein, tout est fin. 1 million de formules en parallèle, on trouve qu'il y en a une seule qui est satisfiable pour 7824, donc le problème est soluble. Et on peut calculer les solutions, et on trouve que pour 7825, ce n'est pas satisfiable, donc il n'y a pas de solution. Et Glucose construit une preuve logique qu'on peut vérifier complètement indépendamment, parce que quand c'est satisfiable, c'est facile à vérifier le résultat. Quand ce n'est pas satisfiable, la réponse pas satisfiable, oui, mais s'il y a un bug dans le système. Donc Glucose construit une preuve de logique, une preuve, si on veut,
par résolution, mais c'est un peu plus simple que ça, une preuve qu'on peut vérifier indépendamment avec des systèmes extraordinairement simples. Et donc, c'est des grosses preuves, tout ça. C'est pas facile. Alors, si on regarde, sur un calculateur 800 cœurs à 4 CPU par cœur, 35 000 heures de CPU pour la partie SAT-UNSAT et 16 000 heures de CPU pour la partie vérification. Bon. Mais tout ça, c'est retour chariot quand même. Hein. C'est pas fatigant pour celui qui le fait. On trouve le bug. On trouve que, par exemple, 5180 au carré plus 5865 au carré est égal à 7825 au carré. Ça aussi. Mais à cause de 7824, on trouve que ces deux-là doivent être dans le même ensemble et ces deux-là doivent être dans l'autre ensemble. Et donc, 7825 doit avoir les deux couleurs, donc il est schizophrène, donc ça ne marche pas. Donc on a le contre-exemple exact. Alors évidemment, les mathématiciens, ça les intéresse. Alors la preuve n'est pas très grande, elle fait 200 téraoctets une fois sortie. Donc 200 téraoctets, ça fait juste 20 gros disques que vous pouvez acheter dans le commerce. Et elle avait été marquée comme la plus grande preuve jamais faite en mathématiques. Elle a tenu 1 an. L'année d'après, Euler, qui était un des auteurs de celle-là, a étudié le théorème de Schur, qui est un théorème très beau du début du siècle. C'est la même chose, mais au lieu de prendre des théorèmes pythagoriciens, on prend A plus B égale C. On n'a pas le droit dans une partition, alors on colorie avec plusieurs couleurs, et dans chaque couleur, il ne doit pas y avoir un nombre qui est la somme de deux autres de la même couleur. Donc, est-ce que c'est possible? La réponse est non, quel que soit le nombre de couleurs. Schur le savait. Il faut trouver la première borne où ça pète. Donc, on les connaissait très facilement. On savait très facilement pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, c'est déjà un peu dur à calculer. On savait le faire et le problème, c'était de calculer pour 5. Avec 5 couleurs, quel est le premier sous-ensemble pour lequel la propriété est plus vraie? Et là, on trouve 160. C'est moins gros qu'avant, mais si vous comptez les triplets tels que A plus B égale C, il y en a beaucoup plus que les triplets pythagoriciens. Donc la preuve reprend le même principe, hein, donc ça s'appelle Schur number 5. Hein. La preuve, c'est tout récent, prend le même principe, mais c'est plus dur, c'est plus gros, et le coût pour 160, pour montrer que ça marche, c'est 14 ans de CPU. Pour 161, c'est 36 ans de CPU. Pour montrer que ça ne marche pas, c'est fait sur un processeur à 1000 cœurs rapide et tout, c'est pas un problème, ça met 3 jours, un truc comme ça. C'est vraiment plus un problème par rapport aux physiciens, c'est des débutants intégraux, ces gens-là. Et la preuve fait 2,1 pétaoctets. Donc là, ça commence à être sérieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la mettre sur disque, celle-là. Hein. On peut, mais là, il faut vraiment avoir les moyens de la météo. Et bon, et on trouve tous les renseignements qu'on veut dessus. Et voilà, on trouve qu'il y a vraiment que 961 cas. Le 160 laisse 961 cas étudiés, ils sont tous faux. Je prends 161. Et donc, c'est très intéressant. Ça montre qu'avec du calcul booléen, qui est le plus bête des calculs des mathématiques, on ne peut pas trouver plus bête, eh bien, on peut faire des choses étonnantes, mais est-ce que ça donne des infos mathématiques? Pour l'instant, non. Si, ça donne quand même les contre-exemples, mais donc les mathématiciens se grattent les cheveux pour savoir ce que veut dire ce genre de preuve. Mais donc, vous voyez que là, la pratique a très largement débordé la théorie qui avait dit « vaut mieux pas essayer ». Donc, c'est vraiment intéressant, je pense, et vous avez à Bordeaux un des meilleurs SAT-solveurs au monde avec Laurent Simon et Glucose et Audemars. C'est pas que lui, et c'est important. Deuxième cas où la pratique déborde la théorie, je l'adore parce que j'ai beaucoup travaillé dans les circuits, c'est la loi de Moore, qui a toujours raconté n'importe comment, en particulier dans les journaux, qui racontent de façon générale un peu n'importe quoi sur l'informatique sans se renseigner. La puissance des ordinateurs va doubler tous les 18 mois. Alors, Moore n'a jamais dit ça. Il a dit un truc plus sérieux, le nombre de composants électroniques par unité de surface sur un chip double tous les 2 ans. Au début, il a dit 18 mois, puis après tous les 2 ans, parce que il fallait le temps d'ajuster. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est resté complètement vrai depuis 1970, depuis le premier circuit intégré. Et là, on est arrêté en 2016, donc on est à 15 milliards de transistors, là, sur les gros. Il faut quand même savoir qu'un iPhone moderne, le circuit a 9 milliards de transistors, qui est beaucoup plus gros que le Pentium qu'il y a là-dedans, hein. Et ça fait beaucoup plus de choses, hein, un téléphone qu'un ordinateur. Et donc cette loi a continué pendant très très longtemps, de 46 ans, c'est quand même énorme, et sans être démentie.
Mais il faut voir que les gens pensent que c'est une loi, mais ce n'est pas une loi. C'est une décision. C'est une décision pratique. Hein, dire c'est une loi, c'est la théorie, mais la pratique, c'est une décision prise par toute l'industrie, les semi-conducteurs, les lasers, c'est énorme comme industrie, c'est de la folie, la chimie, la CAO, la robotique, de faire ça. C'est-à-dire qu'ils planifient maintenant, pour dans 3 ans, les usines qui vont faire la taille prévue. Alors, il y a une loi complémentaire qui est très intéressante, elle n'a pas de nom, mais je l'aime beaucoup. C'est le nombre de théoriciens bien informés qui disent que la loi de Moore va s'arrêter dans 4-5 ans. On a par atteindre des limites de la physique double tous les 2 ans, depuis 40 ans. Hein, j'ai connu ça, mais alors en grand. Donc, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient, alors 50 déjà c'est très récent, mais il y a des gens qui disaient, on ne descendra jamais en dessous de 100 nanomètres, 50 nanomètres, 20 nanomètres, 10 nanomètres, 15 nanomètres. Ben, un iPhone c'est fait en 7, les usines 5 sortent et on est en train de faire le 3. Donc il y a juste un problème. Et les gens disent, mais on va tomber sur la mécanique quantique. On y est depuis le premier jour. Un transistor, c'est un quantique. Hein. Bon, alors ça devient plus dur. Ça devient plus dur, donc j'ai dit, et il y a plusieurs équipes ont construit avec des transistors à 1 atome. Donc là, et on peut sûrement faire moins que ça. Hein. Mais bon, après, il faut faire les fils. Hein. C'est pas si simple. Mais pour dire que les lois de la physique ne sont pas... on n'est pas du tout dans la physique classique. Hein. Ce n'est pas un moteur électrique qu'on réduit. Alors, ça ralentit pour plusieurs raisons. Donc, le premier, c'est le mur de la chaleur. C'est les circuits. Si, par exemple, pourquoi est-ce que les horloges n'accélèrent plus? Parce que si on accélérait les horloges, la chaleur dépensée par un circuit, la chaleur par unité de surface serait comparable à celle d'un cœur de centrale nucléaire. Ça, ce n'est pas une excellente idée pour le circuit, pour le substrat et tout. La CAO électronique qui devient monstrueusement dure et pénible. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a tout un tas d'effets de crosstalk dans tous les sens. Bon, c'est casse-pied. Le prix des usines, les usines en 3 nanomètres, elles sont prévues pour l'instant à 20 milliards et 30 milliards de dollars. Donc, il n'y a plus personne qui a les moyens de se payer. On n'en a plus en Europe. Hein. Et la réduction du nombre de fournisseurs, par exemple, ST Microelectronics, le seul fournisseur européen, a arrêté à 28 nanomètres. Alors, il faut comprendre qu'il faut élever au carré. 3 x 9, 27. 9 x 9, 81. Donc 28 nanomètres, c'est 81 fois plus gros que 3 nanomètres. Donc on n'a plus de circuit en Europe depuis longtemps, mais on peut faire encore beaucoup de choses à 28 nanomètres. Hein. Il y a très longtemps, et pas longtemps, on disait que c'était impossible, 28 nanomètres. Et AMD, une des fondeurs originaux, a abandonné le 7 nanomètres parce que c'est trop cher. Donc ça va gêner. Mais pour les gens des circuits, c'est une bénédiction, la fin de la loi de Moore. Enfin, on peut faire autre chose que du silicone bête. Les technos actuels sont fondamentalement les mêmes que celles de 1970. Enfin, on peut aller voir ailleurs. Donc il y a plein de technos très intéressantes, les mêmes restores qui sont des résistances à mémoire, dans le graphène, qui sont des appareils avec des propriétés quantiques complètement extraordinaires. Avant, ça n'avait aucune chance, parce que si jamais on faisait une invention, le temps qu'on mette au point l'invention, la loi de Moore avait passé 3 crans, quoi. Et bien maintenant, non. Donc c'est cool. Alors, l'ordinateur quantique, alors ça je l'ai dit souvent, l'ordinateur quantique sera infiniment plus rapide que l'ordinateur classique et calculera beaucoup plus de choses. Alors ça c'est évidemment faux. Il est au mieux exponentiellement meilleur, et encore il y a très peu d'algorithmes où on fait ça. Il y a l'algorithme de Shor sur la factorisation des nombres premiers, mais bon, ça casse beaucoup de code si on sait le faire. Ouais, en général c'est plutôt racine de n, mais enfin c'est déjà pas mal. Donc c'est beaucoup plus rapide, mais... Puis, la seule chose qu'il fait en plus, c'est calculer l'aléatoire, fonction aléatoire. Ça, c'est possible en quantique, mais on peut aussi ajouter un calculateur aléatoire, enfin un générateur aléatoire vrai, quantique, à un ordinateur classique. Alors, en revanche, donc tout ça, c'est foutaise. Alors, en plus, il n'y a aucune raison de penser pour l'instant qu'il y a une date à laquelle on saura que les ordinateurs quantiques vont exister. Personne ne pense que c'est avant 10 ans, et personne ne sait si c'est beaucoup après ou pas. Et puis, par contre, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec des machines quantiques, c'est simuler des phénomènes quantiques, qui ne sont pas des phénomènes de calcul comme on fait de machines de Turing et de calcul comme on fait avec nos algorithmes, mais d'autres choses. Ça, c'est vrai, on peut faire des tas d'autres choses. Donc voilà, mais c'est très intéressant. Le quantique, c'est hyper intéressant, mais il faut arrêter de faire du marketing idiot. Grâce à Internet, l'accès au réseau et l'informatique distribuée sont devenus ubiquitaires. Alors tous les papiers sur l'informatique distribuée commencent comme ça. Alors il ne faut juste pas habiter à la campagne. Hein. Moi j'habite la campagne. Donc la réponse, c'est pas vrai.
Téléphone, j'ai juste 512K sur mon téléphone en cherchant bien, mais bonjour. Quand il est cassé, ça met à peu près 3 mois à réparer. Le portable, chez moi j'ai de la chance, je suis pas loin de l'antenne, mais le village en dessous, ils n'ont ni ADSL ni portable. Et c'est rare, allez en Ardèche, vous verrez, l'Ardèche c'est très très beau. Et au moins on n'est pas embêté par le courrier électronique. Les plans numériques, ça doit faire le 23e que j'entends. Il y en a un nouveau en train. Et ça va devenir très compliqué à faire. Et évidemment, les plans 5G sont très intéressants, mais ce n'est pas pour vous. La 5G, c'est vraiment pour les objets. Ce n'est pas tellement pour les gens. Donc on entend aussi un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est les fausses théories. La communication chiffrée est sûre. Alors ça, c'est un truc qu'on entend souvent, que l'essentiel dans la sécurité informatique, c'est le chiffrement. Ben, la réponse est non. Alors évidemment, si le chiffrement est cassé, c'est pas bien. Mais ce n'est pas là qu'il y a les ennuis en général. Il peut y en avoir. On peut faire par exemple des canaux cachés. Canaux cachés, c'est prendre un logarithme parfaitement correct et utiliser de l'information additionnelle venant d'un autre système que le calcul lui-même. Par exemple, Adi Shamir, qui est le S de RSA et un des grands du domaine, a montré qu'il pouvait casser RSA à 4096 bits, donc beaucoup plus que ce qu'on a dans les cartes bleues, en écoutant le bruit de l'alimentation de l'ordinateur, juste le bruit de l'alimentation de l'ordinateur avec un téléphone portable. Ça lui suffisait à casser l'implémentation GNU, parce que l'implémentation était mal foutue de ça. Ou les voitures, par exemple, la semaine dernière, les BMW et Mercedes ont sorti une alerte aux processeurs de voitures très chères. Vous savez, les voitures très chères n'ont plus de clé, elles ont une carte de crédit, puis vous approchez de la voiture et clac, la voiture s'ouvre, c'est super. Et maintenant, ils ont dit aux gens, vos cartes de crédit, il ne faut pas les garder dans les poches, il faut les mettre dans des cages de Faraday, parce qu'on peut les sniffer de l'extérieur de votre appart. Et il dit, si vous n'habitez pas au premier, il faut acheter des cages de Faraday, donc ça devient beaucoup moins pratique qu'une clé, quoique beaucoup plus cher. C'est assez rigolo. Et très souvent, ce n'est pas la cryptographie qui est cassée directement, c'est les protocoles des normes de sécurité. Par exemple, sur Internet, quand vous faites HTTPS, le premier truc que vous faites, c'est de discuter pour savoir quel système crypto vous prenez, il y en a plein, et quelles clés vous échangez et tout. Et donc, à l'INREA en particulier, il y a des grands spécialistes des attaques. Donc, Kartik Bhargavan et Cédric Fournet, qui est chez Microsoft, et plein d'autres ont fait une attaque qui s'appelle Freak, qui attaquait simplement 18% des serveurs Internet dans le monde. Et c'était en forçant, avec un man in the middle, c'est-à-dire en interférant dans la communication, en forçant le système émetteur, celui qui initie la communication, à utiliser une vieille crypto pourrie et cassée, qui est encore en place dans Internet parce qu'il y a des fabricants d'appareils qui ne veulent pas l'enlever parce que sinon leurs appareils sont morts. Donc ça, c'est des très bons moyens de faire. Et Logjam, qui a été faite à Nancy tout à fait récemment, est absolument remarquable. C'est Diffie-Hellman, donc on calcule des A puissance B modulo P, etc. Et les nombres premiers utilisés sont très spéciaux. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Et en fait, les gens sont aperçus qu'il y avait à peu près que 4 nombres premiers qui servaient et qu'on pouvait prétabuler énormément de choses et casser des communications comme ça. Donc les faiblesses ne sont pas là où on croit souvent. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et la semaine dernière, j'ai reçu un article de Nancy montrant qu'ils avaient trouvé une faiblesse majeure dans les protocoles 5G, qui sont en fin de définition, qui proposent une correction, mais tout est attaqué à l'heure actuelle. Et par exemple, Kartik Bhargavan et Cédric Fournet et leur équipe sont en train de faire une version mathématiquement prouvée de TLS, le protocole support de HTTPS. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je vais en parler le 13 février 2019 avec un séminaire de Guillaume Poupard, qui est quelqu'un de très fort et qui est le directeur général de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Très sérieuse. La sécurité, à l'heure actuelle, c'est vraiment un problème absolument massif. Alors, quand est-ce que la théorie et la pratique convergent et divergent? Alors là, je vais vous raconter une saga que j'aime bien, c'est la saga des langages de programmation. Et j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai fait un cours entier à Rennes il y a 3 ans dessus, et j'ai réfléchi là-dessus. Alors, c'est une interaction très bizarre entre la pratique et la théorie. Donc, ça démarre en 1936 avec le lambda calcul de Church, le père de tous. Ce n'est pas les machines de Turing, le père de tout ça. Les machines de Turing, c'est vraiment pas fait pour être utilisé, mais lambda calcul, qui avait été fait pour fonder les maths, c'est le papa de Camel, de JavaScript, de Scheme, de F#, de beaucoup de langages modernes et tout à fait utilisés.
JavaScript est certainement un des plus utilisés au monde. Bon, c'est un langage de praticien, on va voir. Les praticiens sont partis des langages machines, la construction des premiers ordinateurs, et ont tout de suite inventé Fortran et Gobble, qui étaient juste de mettre un peu de symboles mathématiques dans le langage machine, et des noms de variables et tout ça, avec des conventions vraiment bizarres, que si ça commence par ABC, c'est des flottants, si ça commence par LMN, c'est des entiers, etc. Mais bon, c'était ancien, COBOL, c'est vieux tout ça. Et puis il y a eu un mouvement des théoriciens en 60 qui a fait Algol 60, un langage qui se voulait correspondant au passé mathématique de la programmation et de la théorie de la calculabilité, qui reprenait donc des idées du lambda calcul de Church. Je crois qu'à l'époque, il n'était pas encore... toutes les idées n'étaient pas 100% là, mais quand même, c'était très très fort. C'est un langage qui n'a jamais existé parce qu'ils n'avaient juste pas mis d'entrée-sortie dedans, et qu'un programme dans le sens d'entrée-sortie, c'est quand même un peu limité, mais par contre, il a fait progresser énormément les connaissances. Sont arrivés assez rapidement après deux langages très intéressants, Simula, un langage aussi de praticien pour le coup, mais qui ignorait pas la théorie, Dahl, Ole Jordan Dahl, et Simula a créé la programmation objet. Et les idées de la programmation objet, c'est un langage pour faire des simulations. Et donc il parlait naturellement d'objets. Et les notions de méthode et tout ça, c'est arrivé à peu près là. Et puis Algol 68, qui était les théoriciens se lâchent. Donc là, c'était fantastique. Je pourrais vous raconter pendant des plombes le premier séminaire où j'ai été dans ma vie, où ils votaient des résolutions pour savoir si tel bug était un bug ou pas. C'était exceptionnel. Et c'était n'importe quoi. Et il y avait 5 niveaux de métalangage. Il y avait 4 points différents. Il fallait regarder à la loupe pour voir s'il était penché, carré, droit. Bon, bref. Donc lui, il est mort de sa belle mort très vite. Pascal de Niklaus Wiers, qui a eu une grande carrière, Modulac a introduit la notion de programmation modulaire à grande échelle. Donc ça, c'était des langages de théoriciens des langages de programmation, pas forcément des maths, mais des langages de programmation. Puis d'autres mouvements complètement différents, avec des gens qui étaient mi-praticiens, mi-théoriciens, comme McCarthy, qui a écrit un très bel article en 60, qui s'appelle Two-Bars Mathematical Theory of Computation, vraiment intéressant, et qui a inventé Lisp, qui est l'opposé le plus total de Fortran. Ça travaille complètement récursif, il n'y a à peu près pas de syntaxe, ça travaille sur n'importe quel type d'objet, les programmes sont des objets qu'on peut manipuler. Enfin, il avait tout faux par rapport à la pratique de la vie. Et Lisp a marqué les esprits fantastiquement, sauf qu'il avait importé le lambda calcul faux. C'est-à-dire il a importé lambda, on écrit lambda, mais ce n'est pas le lambda calcul, il avait une erreur fondamentale qui à l'époque s'expliquait, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui était la liaison dynamique au lieu de la liaison statique. Ça a été corrigé dans Scheme en 70, parce que Lisp, c'est très dur à compiler, bêtement. Facile à interpréter, mais pas compilable. Difficile à compiler. Smalltalk est arrivé en 72, donc c'est encore c'était des gens qui étaient au courant des théories, mais qui étaient quand même des praticiens. Donc là, en haut, ça collabore assez bien, quelque part. Et Smalltalk introduisait vraiment les notions d'objet de dynamicité. C'est le premier langage super moderne de ce point de vue-là. Je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas Roussel, mais je pense que c'était vraiment extrêmement créatif, Smalltalk. Et c'est toujours, d'ailleurs. Alors, j'aimais CX de Jean-Marie Hulot, parce que c'est avec ça qu'il a commencé à faire les premiers générateurs d'interface qui lui ont permis ensuite de faire la machine Next, le Macintosh et l'iPad, l'iPhone, enfin c'est pareil. L'iPhone, donc c'est pas tout à fait rien. Ça a été fait par des Français, tout ça, il faut quand même le dire. Puis il y avait d'autres, Orr, qui était un théoricien, qui a fait CSP, le premier langage parallèle, qui a ensuite donné Ada, qui lui, au niveau parallélisme, n'a jamais montré quoi que ce soit d'intéressant. Mais bon, c'était un langage comité pour le coup, mais tout ça, c'était... Vous voyez, il y avait une certaine structure, une certaine solidité. Et puis les praticiens... Ah oui, et puis non, il y en avait d'autres. Il ne faut pas que j'oublie les autres, surtout qu'il y a une ancienne dans la salle que je ne veux pas oublier. Les Kirchner à Nancy, Joanneau à Nancy ont beaucoup travaillé là-dessus. Clini, étudiant de Church, avait fait dans les années déjà 36 une autre représentation du calcul par les systèmes de réécriture récursif. Et ça a donné des très belles choses, des langages comme Hope, Bidget3, Mode, des systèmes de preuves comme ACL2 qui sont toujours utilisés. Ça a été utilisé pour les nombres de Schur dont je parlais tout à l'heure.
pour vérifier les preuves, etc. Donc il y avait, puis ça se connaissait, ces trucs-là, mais bon, ça se regardait un peu en chien de faïence. Hein, ça discutait gentiment, mais c'était pas prêt à adopter les techniques les uns des autres. Hein. C'est toujours comme ça. Mais enfin bon, on avait un monde assez clair. Mais quand même, les praticiens, eux, ils inventaient des trucs vraiment bizarres. Alors APL, FP, vraiment bizarre. Excel, non, Excel, c'est pas bizarre, c'est un des trucs les plus utilisés au monde. Et ça sort un peu, si on veut, d'APL ou une chose comme ça. Et alors, il y avait une barrière totale entre les praticiens et les théoriciens. Je dirais une barrière de mépris réciproque. Et quand on parlait aux uns, il valait mieux pas parler aux autres. Hein. Alors, c'est complètement inutile, bien sûr, mais c'est comme ça. Alors, une autre bande est arrivée. Repartant du lambda calcul, il y a Dana Scott, en 1970, j'ai eu la chance d'aller à la première école de printemps où il en a parlé, a introduit la théorie de Scott, théorie fondamentale de la sémantique des langages, où il reliait les langages à la notion de fonction mathématique. Et ça a donné tout un groupe de langages, dont beaucoup sont célèbres, comme Camel, au Camel qui a pris les objets qui les a incorporés, Scala maintenant qui est un langage industriel extrêmement fort et extrêmement intéressant et super malin au niveau théorique et pratique, je pense, Haskell qui est un langage différent, non le ML de Milner qui a introduit tous les systèmes de type moderne sortent de là. Et donc, ici, on avait l'idée qu'il fallait faire des programmes dans lesquels on détectait les bugs avant qu'ils se produisent. C'était une idée très importante et il y a eu énormément de choses qui ont permis de le faire, ça, puis des techniques d'analyse et tout ça, mais surtout déjà la théorie des types, dont on va voir l'impact avec Yves Berthaud tout à l'heure dans le séminaire sur Coq. Et effectivement, de quoi est né Coq, donc un des prouveurs les plus célèbres à l'heure actuelle? Eh bien, il est né d'une autre invention de lambda calcul, qui est le système F de Girard, qui consiste à typer les lambda expressions par des lambda expressions et à montrer que ça termine tout le temps, ce qui est un résultat ahurissant, pas facile du tout, mais fantastique, et qui a été central dans le design de Coq et du langage de Coq qui s'appelle Ganila. Peut-être Yves me corrigera, mais je pense que c'est assez vrai. Alors vous voyez, tout ça, c'était le monde des théoriciens, mais qui ne voyait pas beaucoup de différence entre la notion de fonction, la notion de langage, mais qui s'intéressait aussi aux modules. Par exemple, dans SML, il y a des modules, dans Camel, il y a des modules. Donc ça, c'était l'héritage modulable. C'est des gens qui prenaient vraiment beaucoup de sources différentes, mais qui s'appuyaient vraiment sur la vision mathématique. F-Sharp, c'est un langage très utilisé chez Microsoft, par exemple, au mieux que je montre ici. Très utilisé sur Microsoft, F-Sharp. De plus en plus utilisé, c'est une version Microsoft de Camel. Bon, alors il y a une autre bande, ça c'était la mienne, où on a fait des langages où il y a exacte égalité entre les maths et le langage, et la pratique. C'est-à-dire que c'est le langage synchrone, donc STRL, Signal, Lustre et leurs variantes, et maintenant Skate 6, qui est le leader mondial des systèmes de très haute sécurité, STRL Technologies, qui est un mélange de STRL et de Lustre et de 5 charts. Donc ça, c'est des langages dont les mathématiques sont 100% connues au mini-poil, et il n'y a aucune distance entre l'implémentation et les mathématiques. Mais par contre, ce n'est pas des langages généraux. C'est fait pour faire des systèmes, typiquement des très gros automates finis, hiérarchiques, des choses comme ça, des systèmes de contrôle temps réel. Et donc ça, c'était un système beaucoup plus restreint en envergure, et par contre d'une rigueur qu'on n'a pas probablement atteinte ailleurs. Donc c'est très bien, mais ça se causait. Et en partie, c'est né des réseaux de Cannes qui étaient la théorie de Scott transformée en théorie parallèle sur les langages flots de données. Donc il y avait tout. On est dans la même bande. D'ailleurs, moi j'avais fait avant CDS qui était fondé sur une notion de théorie des catégories qui a donné le nom à CAM. Camel, c'est la Categorical Abstract Machine Language. Et nous, on a fait de la théorie des catégories pour d'autres raisons. Et Pierre-Louis Curien a fait un moteur de calcul de théorie des catégories qui est devenu le moteur initial de Camel, qui maintenant ne sert plus à rien, mais le nom est resté. Bon, très intéressé. Et puis, STRL, par exemple, ça rayonne. Il y a Scala React maintenant qui incorpore des notions d'STRL. On va en voir d'autres. Et donc, on est quand même dans des gens qui échangent beaucoup et qui théorisent beaucoup. Par contre, il y a d'autres groupes comme David Harrell avait créé SetCharts, des langages graphiques d'automates. C'est une idée fabuleuse. On a juste du mal à faire sa sémantique et mathématiquement, c'est un truc qui n'est pas bien défini.
Et il y a au moins 30 versions de sémantique différentes, ce qui fait au moins 30 fois 29 papiers sur 2 qui les comparent 2 à 2, plus une qui compare tous les papiers. Donc ça fait beaucoup de littérature. Mais beaucoup d'idées ont été récupérées. Les idées étaient fantastiques et on les a récupérées d'art. Et puis ça, par exemple, Stateflow, c'est dans MATLAB. Et très honnêtement, c'est une abomination au niveau sémantique. C'est vraiment pas très sérieux. Je ne comprends pas parce que les solutions à leurs problèmes étaient connues, mais c'est leur problème. Et encore une fois, une étanchéité extrêmement forte. Et par exemple, Stateflow, les gens qui ont fait des mauvais choix au début, ils sont obligés de les garder toute leur vie parce que sinon, leurs utilisateurs disent « mais ça ne marche plus ». Donc, ce n'est pas possible. Donc, dans un langage, faire un mauvais choix le premier jour, c'est être condamné à vie. Ou alors, c'est qu'il n'y a pas d'utilisateur, ce qui est plus simple. Ah, mais il y a encore une autre bande. Il y a la bande à C. Donc, C, Unix, petite machine. J'ai vu des forums où les gens se battent en disant « mais il ne faut pas écrire x égale x plus 1, c'est idiot, x égale x plus 1, c'est jamais vrai. Mais pourquoi on écrit x égale 3 ? C'est une notation idiote en maths, on ne fait pas comme ça. On met 2 points égal et égal, pas égal et égal égal. » Ben moi j'étais au Bell Labs à l'époque et la raison était très simple, c'est qu'ils avaient 32 K dans leur machine, kilo-octets. Et donc mettre 2 points égal, le 2 points ça faisait un octet de trop. Donc ils préféraient mettre égal parce qu'il y a beaucoup moins souvent le test d'égalité que l'affectation. C'est très simple. Hein. Et ça c'est resté, ça restera jusqu'à la nuit des temps. Alors C est devenu objet, est devenu dynamique, est devenu un standard. Maintenant, dès que vous faites un langage et que vous mettez des crochets pointus, vous pouvez dire c'est exactement comme C. Par exemple, Verilog, langage standard de description de circuit, il dit c'est exactement comme C. Alors qu'est-ce qui est exactement comme C ? C'est des crochets pointus, X++, et le reste, ça commence par module totaux, input I, input J, output K, output L. Bon, c'est déjà pas comme C, mais c'est le style C, c'est les crochets pointus et les trucs. Et donc ça, c'est toute une autre communauté. Alors Apple a utilisé Objective-C, puis il y en a fait un maintenant qui s'appelle Swift, et Swift, ils le définissent comme Objective-C sans C. C'est une définition très intéressante. Bon, alors toute cette communauté-là est aussi extrêmement performante, hein, c'est des langages majeurs de l'histoire, extrêmement performante. Alors maintenant, STRL rentre là-dedans, il est rentré il y a longtemps avec Reactive-C, SCL qui est un truc frais, Reinhard von Lamsteden l'a montré dans un cours, c'est très intéressant. CU, c'est fait au Brésil, c'est un peu baroque, mais c'est intéressant. Donc il y a toute cette bande-là, mais qui est très étanche par rapport à l'autre. Quand j'étais au Bell Labs, il y avait Bjarne Stroustrup qui faisait C++, d'un côté d'un mur de 5 cm, et de l'autre côté, il y avait Dave McQueen qui faisait StandardML, et le mur avait du mal à contenir les étincelles. Et puis, il y a des tas encore d'autres langages. Il y a les gens d'Unix qui ont inventé des trucs vraiment bizarres, comme Unix permettait de faire des tas de petites choses, de combiner des petites choses. Le shell, make. Make, Stu Feldman m'a dit que un jour, en rentrant chez lui, il avait mis make en service. Un jour, en rentrant chez lui, il a dit « Je pense que ce n'était pas une bonne idée de mettre tab, la tabulation, comme caractère significatif. » Et il m'a dit « Le lendemain, c'était trop tard pour changer. Tout le monde avait écrit plein de makefile. » Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est dans les langages de programmation, exactement dans ça. On a des choix dans tous les sens qui ne sont pas très compatibles. Et Yogi Berra, que vous voyez ici, dit « When you come to a fork in the road, take it ». Et peut-être que c'est ça la bonne façon de faire les langages. Et en fait, je pensais, en faisant ces transparents, je me dis, mais c'est curieux, cette espèce de communauté qui font toutes des trucs intéressants, qui arrivent à se causer ou pas. Est-ce que ça existe ailleurs ? Puis tout d'un coup, ça m'est venu. Évidemment, la création musicale. C'est exactement comme ça. Vous avez les théoriciens qui parlent de la composition, des règles d'harmonie et tout, puis vous avez des bluesmen, et puis vous avez les jazzmen qui ont une culture classique, et puis et tout ça, ça se cause de temps en temps ou pas, et c'est très très proche de la création musicale, ce qui se passe dans le domaine des langages. Et il y a une vraie raison, c'est que le problème que ça essaye de résoudre est insoluble. Et que par contre, il y a beaucoup de pré-solutions qui sont extrêmement intéressantes. Et en musique, c'est la même chose. C'est la même chose. Je veux dire, il n'y a rien qui fait en même temps du jazz et du classique. Mais d'un autre côté, quand le jazz est arrivé, Ravel, il a attrapé des tas de trucs du jazz, etc. Et je pense que c'est exactement la même chose qui se passe. Et des gens comme Scala, par exemple, sont des grands... Oderski, qui fait Scala, c'est un grand agrégateur d'excellentes idées. Et l'avantage, c'est qu'il ne prend pas les mauvaises.
où théorie et pratique se marient harmonieusement. Il y a ça aussi, ça c'est quand même intéressant. Et il y a pas mal de cas. Donc on est assez fort en France pour ça. Il y a une raison historique. C'est que grâce au plan calcul, la recherche française n'a pas eu d'ordinateur. Donc le plan calcul a décidé que... le plan calcul a été fait parce que les Américains ont refusé d'exporter en France un contrôle data 6600, qui était là pour faire la bombe, et De Gaulle a décidé qu'on allait faire nos ordinateurs. Donc ils ont fait des ordinateurs pour faire la bombe, sur lesquels nous, chercheurs, on ne pouvait absolument pas travailler. Donc on pouvait travailler par des méthodes baroques. Je me souviens avec Gilles Kahn qu'on faisait de l'APL sur le CEA avec une ligne à 110 baux. Ça fait à peu près 80 bits par seconde. Donc, vous voyez ce que c'est. Pour passer une photo, c'est pas très très pratique, par exemple. Et on n'avait pas d'ordinateur, et nos ordinateurs sont arrivés qu'au milieu des années 80. Et entre-temps, on a été obligé d'être bon en théorie, on n'avait juste pas le choix. Et quand les ordinateurs sont arrivés, ben on a gardé ça, quelque part, toute la bande de mon époque. Hein. On a gardé ça, et puis on l'a passé à nos petits jeunes, et il y a beaucoup de gens qui sont très bons, ou deux, en France, à l'heure actuelle. Et on va le voir aussi dans les équipes Coq, ça se trouve exactement pareil. Et on aime bien le mélange des deux, justement, l'harmonie des deux, pas le mélange, l'harmonie des deux. Donc, programmation et vérification, il y a quand même beaucoup de langages dont on sait vraiment ce qu'ils font. Ce n'est pas le cas de C, par exemple. Hein. Dans C, il y a plus d'une centaine de cas où la doc de C dit ce que fait ce morceau de programme n'est pas déterminé. On ne sait pas dire ce qu'il doit faire, ce morceau de programme. Et il y a des cas où c'est pas déterministe. Des cas très simples. Hein. Vous écrivez x plus y, vous ne savez pas dans quel ordre c'est calculé, x et y, si c'est des appels de fonctions qui font des effets de bord, c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça, il faut s'y habituer. Ça pose des tas de problèmes pour la vérification de programme, par exemple, mais c'est comme ça. Donc là, ces langages-là ont été conçus avec la rigueur comme mot d'ordre. Donc c'est vrai pour Camel, Haskell, Scala, pas tout, mais dans une grosse mesure. Pour tous les langages synchrones, pour les langages de simulation, Zelus, qui corrige des tas de bugs de Simulink, par exemple, de trucs bizarres de Simulink, mais c'est subtil, hein, c'est subtil. En mathématiques, Mathematica, c'est un truc sérieux, à base de théorie des catégories, c'est sérieux. Toute l'analyse de programme qui a été faite, par exemple, toute l'école de l'interprétation abstraite de Patrick Erradiacuso, après, qui est devenue très très grande et parfaitement industrielle. Vous savez peut-être que quand Ariane a explosé, le premier lancement d'Ariane, c'était un débordement arithmétique qui était dans une formule qui écrivait dans une WOM, une Write Only Memory, c'est-à-dire elle écrivait une valeur que jamais personne ne lisait, parce que tout le monde s'en foutait, c'est ça qui a tué la fusée. Et sur l'A380, par exemple, et maintenant sur la 350 aussi, il y a des preuves entièrement automatiques qui sont écrites en lustre, donc dans les langages dont j'ai parlé. Il y a des preuves automatiques qu'il est impossible d'avoir des erreurs à l'exécution. Donc c'est automatiquement prouvé avec zéro cas douteux, et c'est assez fantastique. Et puis il y a beaucoup de choses, c'est industriel maintenant, c'est utilisé beaucoup en automobile aussi, alors par Polyspace, qui est maintenant une partie de MathWorks, etc. Donc ça c'est vraiment très fort. Et puis les systèmes logiques d'assistante à la preuve, qui sont nés de très gros bugs au départ. Le bug du Pentium, qui avait une division fausse. Et là, les gens ont réalisé que c'était beaucoup plus simple. C'était quelque chose que Turing avait dit en 1949, dans une note fabuleuse. Donc ça, j'ai fait 2 années sur le cours sur la vérification. Je montre cette note de Turing, une note de 2 pages, un brouillon de 2 pages, dans lequel il dit « Tester les programmes, c'est trop compliqué, il faut les prouver, et voilà comment on fait ». Ça, c'est incroyable, et ça a été repris après par Floyd et Orr pour les assertions et tout. Et donc, par exemple, sur le bug du Pentium, qui a coûté 475 millions de dollars à Intel, une division fausse, le bug est d'une subtilité extraordinaire, il est adorable, et ben, ils ont dit, mais on ne peut pas tester ces objets, il faut les prouver, c'est beaucoup plus simple. Donc ça a pris du temps, puis maintenant c'est de plus en plus standard. Et il y a un nouveau professeur au Collège de France qui vient de faire sa leçon inaugurale, Xavier Leroy, qui est l'auteur d'un certain nombre de petites choses comme les threads d'Unix, Camel et Compcert, le premier compilateur C prouvé, correct. Il ne compile pas tout C, puisque ce n'est pas possible d'être correct sur C, vu qu'on ne sait pas ce que c'est que C, mais il y a des parties de C suffisamment correctes, en particulier pour les avions, les systèmes embarqués, et donc le compilateur est prouvé correct.
alors que des méthodes d'analyse de tests randomisés ont trouvé des centaines de bugs dans tous les compilateurs du commerce. Et sur CompCert, 0, avec beaucoup d'heures de calcul pour essayer quand même. Donc ça, c'est fait en coq. HOL, c'était pour faire le Pentium. Il y a beaucoup de choses. Il y a des systèmes d'exploitation prouvés. Le premier, c'était en Isabelle. Il y a d'autres méthodes. Il y en a des industriels. Prove and Run fait un Minix prouvé, par exemple. Et puis, aux États-Unis, il y a un très gros projet là-dessus qui s'appelle DeepSpec, qui consiste à faire des programmes prouvés, systèmes d'exploitation temps réel, compilateurs, etc. Et il y a beaucoup de recherches maintenant sur faire des preuves plus lisibles, mais c'est très, très difficile. Ça avance doucement, mais là, la différence théorie et pratique, elle n'est pas vraiment claire. Hein. Quelqu'un comme Xavier Leroy, et un peu moi aussi, nous, on alterne, on trouve c'est sympa les deux, et on essaie de garder de la cohérence, quoi. Les algorithmes randomisés, ça, c'est vraiment génial. Donc, l'algorithme randomisé, c'est l'idée de profiter de l'extraordinaire puissance des probas. Par exemple, il y a pas mal d'algorithmes qui sont fondés sur les anniversaires. Vous savez, si vous prenez 40 personnes, il est sûr qu'il y en a, quasiment sûr qu'il y en a 2 qui ont l'anniversaire le même jour. Donc ça, c'est des propriétés pas du tout évidentes, mais qu'on exploite dans les algorithmes. Ethernet, c'était le premier. Donc Ethernet, c'était assez simple. C'était les réseaux des Ilaway au début. Donc vous parlez, dans une salle, vous parlez. Dès que vous n'entendez plus rien, vous parlez. Si quelqu'un parle en même temps que vous, vous écoutez. Et si vous trouvez que ce que vous entendez, ce n'est pas la même chose que ce que vous dites, vous arrêtez de parler. On n'est pas en Italie, on est en Angleterre. En Italie, on continue à parler, mais là, on arrête de parler. Et on tire un temps aléatoire et on recommence. Alors ça ne marche pas, ça se démontre. Et Ethernet va doubler le temps à chaque rééchec. Ça ne marche pas non plus, ça se démontre. Il y a des protocoles meilleurs, comme Capital X, où la moitié des gens les gens qui se sont aperçus, il peut être beaucoup, se sont aperçus qu'ils n'avaient parlé tous en même temps, prennent chacun une pièce, tirent, ceux qui ont fait préface reparlent, et les autres attendent, ça marche, mais ce n'est pas la norme. Les algorithmes géométriques, qu'est-ce qui m'embête, lui? Toujours des gens qui essayent de vous aider dans la vie. Donc les algorithmes géométriques, Jean-Daniel Boissonnat a fait un cours au Collège de France dessus. Les algorithmes de très grands graphes et tout ça, Claire Mathieu a fait un cours sublime l'année dernière que je vous conseille vraiment de regarder. C'est un cours extraordinaire sur les algorithmes probabilistes. Alors, elle le fait très lentement parce que ces algorithmes ne font rien. Ils calculent tout, ce qu'on veut. Alors, il faut comprendre pourquoi, hein, ça occupe. Mais c'est assez merveilleux. Donc voilà, je vous donne la référence des cours. Bon, ça c'est bien. Alors, PageRank, c'est un algorithme très connu, mais comme tout le monde ne le connaît pas, c'est celui qui a fait naître Google. Hein, Google est né d'un algorithme. Hein. Après, ils en ont fait d'autres, mais c'est celui-là. Donc l'idée, c'est la popularité des pages web. Qu'est-ce que c'est que la popularité d'une page? On peut se dire au début, pour les classer, on va classer par popularité. Bon, il y a longtemps qu'ils ne font plus que ça, mais on les classe par popularité. Alors, qu'est-ce que c'est la probabilité? On pourrait dire c'est le nombre de gens. S'il y a beaucoup de gens qui pointent sur moi, je suis populaire. Ça ne marche pas, parce que vous pouvez créer des tas de pages bidons qui pointent sur vous, vous allez devenir populaire, mais ce n'est pas vrai. Donc la popularité, c'est ma popularité est grande s'il y a beaucoup de gens qui pointent sur moi, mais qui sont elles-mêmes populaires. Donc il faut résoudre une grande équation de points fixes qui s'écrit très facilement, mais avec n égale à plusieurs milliards. Donc vous avez une matrice de plusieurs milliards de cases, de liens. Il faut calculer des points fixes itératifs là-dedans. C'est une matrice stochastique. Ça ne peut pas se faire. Alors la méthode Google, elle est extraordinairement jolie. Vous allez lâcher des petits baladeurs. Vous allez lâcher, par exemple, vous allez tirer au sort. Alors vous êtes un acteur. Vous allez tirer au sort ou vous sautez. Vous allez n'importe où. Par exemple, vous arrivez là. Vous posez un caillou. Ça veut dire vous faites +1 sur un compteur. Vous posez un caillou, et puis vous tirez au sort un lien sortant. Et puis vous vous baladez, et puis une fois sur 12, chiffre magique, vous repartez de n'importe où. Ça essaie de simuler un peu, si on veut, un utilisateur. L'avantage, c'est que c'est hyper parallèle. Vous pouvez en mettre 3 millions, ou 5 millions, ou 10 millions, des petits promeneurs comme ça. Et après, vous regardez la hauteur des tas de cailloux et ça vous donne la popularité. Et ça converge tout à fait bien. Donc c'est un algorithme qui ne fait rien,
et surtout très parallélisable, et qui vous donne la réponse à un problème très dur, la réponse pratiquement suffisante. Donc ça, ces algorithmes-là, maintenant, sont partout. Les algorithmes probabilistes ont vraiment pris le dessus sur énormément de choses. Dès que c'est gros, on est obligé. Voilà mon algorithme randomisé cadeau pour la journée. Il marche parfaitement. Il y a beaucoup de gens indécis dans la vie. Quand ils sont au resto, ils disent « mais si je prends du poisson, je vais être déçu de ne pas prendre de la viande. Et si je prends de la viande, je vais regretter le poisson. » Ça, c'est très très fréquent. Donc, quand vous êtes devant ce cas-là, vous prenez une pièce, vous la lancez. Vous dites pile poisson face viande, vous la lancez et vous avez le droit de rejouer, tant que vous voulez. Si vous rejouez 4 fois, il faut prendre l'inverse de ce que marquait la pièce. Même 3 fois. Ça vous sert à révéler vos envies. C'est prodigieusement efficace. C'est un algorithme randomisé tout bête. Hein. Si vous acceptez la pièce du premier coup, c'est que vous saviez ce que vous voulez. Mais vous ne saviez pas que vous saviez ça. D'accord ? Et si au bout de 3 coups, ça n'a pas marché, c'est vous comprenez que vous saviez ce que vous ne vouliez pas. D'accord ? Ça marche parfaitement. Mais c'est beaucoup comme ça, les algorithmes randomisés. Alors, je vais terminer par l'informatique et les sciences. Il y a beaucoup de théories dans les autres sciences, et je pense qu'un des grands essors de l'informatique à l'heure actuelle, c'est de ne plus parler d'elle-même, mais du reste du monde. Alors ça, on le voit dans les services, mais on le voit dans les sciences. Dans les sciences, l'informatique devient partout. On vous fait des opérations, tous les jours, n'importe où, on vous fait des opérations sous réalité virtuelle. Je vais vous en montrer une. On simule absolument n'importe quoi maintenant, des protéines aux galaxies. Alors attention, c'est pas si simple. Hein. Et tous les nouveaux instruments scientifiques sont entièrement bourrés d'algorithmes à l'intérieur. Malheureusement, ils tournent sous XP pour la plupart, ce qui fait que dès qu'il y a Petya ou NotPetya, il n'y a plus personne. Mais ça, c'est un autre problème. Voilà, par exemple, je fais un colloque cette année, je l'ai fait déjà l'année dernière, il est sur le web, hein, sur la radiologie et l'imagerie médicale. Je ne travaille pas du tout là-dedans, mais j'ai des bons copains. Et je trouve ça fantastiquement intéressant. Vous voyez, une opération de chirurgie comme vous avez partout maintenant, on vous opère le cœur comme ça. Le patient est dans la machine, ici c'est un scanner PET, enfin émission de positron et scan. Il y a des écrans partout et le chirurgien ne vous regarde pas, il n'en a rien à faire. De toute façon, il est à l'intérieur de vous, il ne peut pas vous voir. Il travaille sur les écrans et voilà une photo d'écran prise avec un téléphone dans une opération de routine dans une clinique de Saint-Denis. Saint-Denis, le 9-3, comme on dit. Hein. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, c'est fait tous les jours. Donc, vous avez l'oreillette du cœur là, qui est en PET scan, reconstituée en 3D. Puis là, vous avez aussi reconstitué en 3D l'image prise par de l'intérieur par la sonde en écho. Et la sonde aussi, sa position, elle est géolocalisée de l'extérieur de façon super précise, donc elle est en réalité virtuelle là, et là en réalité virtuelle vous avez les endroits qu'il faut aller cramer, et puis le médecin il va cramer ça. Donc pour lui l'écran c'est le patient, c'est pas l'inverse. Hein. Donc c'est standard ça, c'est pas de la science-fiction, c'est tous les jours, que ça se passe partout en France. Alors les astronomes ils font d'autres choses, par exemple Françoise Combe, qui est aussi prof au collège de France, elle est... je ne peux pas y arriver, c'est très casse-pied ça. Voilà. Elle fait de la simulation de collision de galaxies. Enfin, c'est pas elle, mais ses équipes font de la simulation de collision de galaxies. Alors, c'est pas tout à fait aussi simple. Hein. Là, il faut vraiment des gigas supercalculateurs. Et les galaxies, c'est... Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est comment on sait si une simulation est raisonnable. Eh bien, c'est qu'on peut voir... On ne peut pas voir une galaxie évoluer, mais on peut voir l'évolution de tout un tas de galaxies qui n'ont pas du tout le même âge. Alors on regarde là, les formes pour voir si ça correspond et tout. Alors là, au début, c'est pas très spectaculaire. C'est vers la fin que ça devient assez rigolo. Vers la fin, ça devient un peu sauvage, les galaxies. Là, le temps est le même. Hein, donc au début, ça allait doucement. Puis vers la fin, là, on voit qu'il y a un trou noir qui est en train de bouffer tout le monde, peut-être. Et donc ça les intéresse énormément. Pourquoi ? Parce que c'est assez dur de faire ces expériences au labo. Hein, ils n'ont pas les budgets, pourtant ils ont des budgets, les astronomes, mais ils ne sont pas encore prêts à nous faire des supernovas et des trous noirs dans les labos. Alors, ça c'est très intéressant, mais il y en a des tableaux de simulation, et j'avais fait un colloque Arts et Sciences de nouveaux domaines pour l'informatique en 2015, et il y a Clément Nartaud de l'Institut de physique du Globe qui a fait des très jolies simulations à base d'automates cellulaires sur les dunes de sable.
Et voilà, par exemple, on fabrique des dunes de sable qui sont vraiment très très belles. Alors c'est assez artistique à régler, hein, c'est pas complètement simple. Puis on peut faire en simulation des choses qu'on ne peut pas faire en vrai. Par exemple, on a un tas de sable blanc et un tas de sable marron, et suivant qu'elles sont dans l'axe ou pas dans l'axe, qu'est-ce que ça va faire pour les dunes? Ben, ça fait des choses fondamentalement différentes. Si elles sont en long, les grains de sable se mélangent. Si elles sont autrement, elles ne se mélangent pas du tout. Donc c'est assez rigolo. Mais ça, c'est des choses qui permettent d'aller très loin dans la simulation à l'heure actuelle, avec des techniques très simples. Hein. C'est vraiment pas compliqué, ça se fait sur un PC, ça. Donc l'exposé est très beau. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est la simulation? Ça, il faut expliquer aux gens. Qu'est-ce que c'est la force de l'informatique? Au XXe siècle ou au XIXe, au XXe siècle, il y avait un triangle. Toute la physique, c'était un triangle matière, énergie, onde. Puis maintenant, il y a information. Et information, c'est pas comme la matière, l'énergie et les ondes. Ils ont un peu de mal, les physiciens, avec ça encore, pas tous. Et donc, nous, on a un truc génial, c'est quand on calcule sur l'information, on a une machine universelle. Ça n'existe pas en physique, il n'y a pas de moteur universel. Nous, on a une machine universelle. Il n'y a pas de différence conceptuelle entre une machine à laver, enfin un circuit de machine à laver et un superordinateur, ça fait les mêmes choses. Pas au même prix, pas à la même consommation électrique et pas à la même vitesse, mais il n'y a pas de différence. Alors qu'en physique, ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remplace la matière, l'énergie et les ondes par l'information, on remplace le temps physique par le temps de calcul, et ça nous permet de simuler vite des phénomènes lents, les galaxies, de simuler très lentement des phénomènes rapides, le repliement des protéines, c'est en microsecondes le repliement d'une protéine, mais c'est critique en biologie, ou de simuler en temps réel, quoi, dans les auto-écoles, dans les avions-écoles, dans l'entraînement des pilotes d'avion, etc. Et alors, ce qui est très intéressant et qu'il faut vraiment, c'est le fondement numéro 1 de l'informatique, ça. Il faut vraiment expliquer ça aux gens parce qu'ils ne le savent pas. Il faut de la matière, d'énergie et des ondes pour simuler les matières, l'énergie et ondes de la physique. Mais elles sont indépendantes du phénomène qu'on simule. C'est en ça que la machine est complètement universelle. Voilà. Et puis il faut se rappeler que la simulation, c'est jamais de la simulation. Comme on dit aux États-Unis, pays éminemment pragmatique, on n'a jamais trouvé de pétrole en forant une carte. Hein, c'est complètement vrai. Conclusion, Knuth, ça fait une très très belle phrase que j'adore. The best practice is inspired by theory. Hein, très Knuth. Un enfant, un fils d'un copain a fait une phrase absolument fantastique. En théorie, tout va bien. Quand je serai grand, j'irai vivre là-bas. D'accord ? Bon, je ne lui souhaite pas quand même, parce que on peut faire mieux que ça. On peut combiner les deux. Et puis Yogi Berra a fait, pour terminer, quelques quand même très belles phrases. Il ne faut jamais répondre à une lettre anonyme. J'ai vraiment jamais dit tout ce que j'ai dit. D'accord, ce qui est assez une très belle phrase aussi. Si vous me posez une question dont que je ne connais pas, je ne vais pas répondre. Ce qui est aussi une bonne façon de faire qui n'est pas souvent employée. Personne ne va dans ce restaurant, il y a trop de monde. C'est aussi une très belle phrase. Et il faut faire très attention si vous ne savez pas où vous allez parce que vous ne pourriez ne pas y arriver. Ce qui est aussi une très belle phrase. Et j'adore la dernière, s'il vous plaît, coupez ma pizza en 4 parce que je n'ai pas assez faim pour en manger 6 parts. Il faut méditer tout à fait longuement. Il y en a beaucoup d'autres de Yogi Berra. Ça se trouve sur le web, il y a des collections, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, merci. Je me demandais sur la partie de la preuve des programmes, etc., à quel point elle dépend sur l'architecture matérielle qui va l'exécuter derrière. Parce que quand vous parlez de preuve, par exemple, d'un langage écrit en STRL, par exemple, en fait, ça dépend sur quoi va tourner STRL à la fin, puisque l'architecture matérielle ne va pas forcément être la même et peut avoir des bugs elle-même que vous n'avez pas testé. La grande force de tout ça, c'est que justement, il y a une identité entre les maths et ce qui va tourner sur l'architecture. Évidemment, on suppose que le chip marche, mais ça, on a d'autres moyens de le savoir. Bon, maintenant, les chips se font attaquer aussi, mais c'est un peu compliqué. Mais non, par exemple, sur Lustre, est en train de se faire, il est déjà très avancé, un compilateur Lustre prouvé en coq. Compilateur Lustre versé,
qui est chaîné à CompCert de Xavier Leroy, Croué en coque. Pour STRL, on a fait, c'est beaucoup plus compliqué que Lustre STRL, mais on a fait un compilateur coque, des parties dures. Il nous reste encore à faire des parties différentes, mais assez perpendiculaires. Donc non, et je dirais que par exemple, Skate 6, qui est un mélange de STRL et de Lustre, si on veut, graphique, il est certifié avionique, certifiable, ça s'appelle. Ça veut dire qu'il a le même niveau de certification que les réacteurs, les ailes, ou l'ensemble du fonctionnement de l'avion. Pourquoi il est certifié? Parce qu'on sait dire exactement ce qu'il doit faire. Et la doc du langage, c'est une doc en maths avec des commentaires en anglais, c'est pas l'inverse. D'accord? Donc on sait très très bien contrôler ça. Évidemment, il y a toujours des possibilités, hein, mais franchement, c'est pas là qu'il y a des problèmes par rapport à bien d'autres endroits. Quand on regarde comment on cadre ces compilateurs C, c'est impressionnant, hein. C'est assez facile d'ailleurs à débugger parce qu'ils génèrent 1 million de programmes qui sont faits pour casser, c'est malin ce qu'ils font, hein. C'est Smith, ça s'appelle, c'est malin. Ils génèrent 1 million de programmes, ils les exécutent sur 18 compilateurs, je crois. Et bon, alors, des fois ça marche, des fois il y en a 17 qui sont d'accord et un qui n'est pas d'accord, donc c'est au poil. Alors, il y a 3 cas, le compilateur se crache, c'est pas grave, le compilateur dit internal error, c'est pas grave, le compilateur fait du code faux, ça c'est vraiment très gênant, surtout quand vous volez sur la bête, quoi. Donc on peut arriver à avoir une très très grande maîtrise. Par exemple, sur des cas, moi je travaille sur des cas pratiques où, par exemple, en fonction de la machine sur laquelle on va compiler, le compilateur va caler des optimisations, par exemple, d'aller paralléliser des choses, etc. Et donc ça, c'est des choses qui sont en dessous, en fait, et que vous supposez qui fonctionnent déjà, c'est ça? Alors, effectivement, c'est beaucoup dans les optimisations qu'il y a des bugs. Et CompCert fait des optimisations assez poussées, mais il y a aussi des gens, mais pas du tout aussi poussées que ça, parce que ces optimisations agressives de CC-O3, par exemple, de GCC-O3, elles sont interdites en embarqué. On les interdit, mais ça ne suffit pas. Et il en fait quand même d'assez fortes. Il fait du software pipelining, mais il y a d'autres projets. Par exemple, chez Microsoft, il y a un très beau projet de preuve d'optimiseur où ils ont cassé beaucoup de choses. Hein, mais bon, oui, c'est sérieux, ouais. On peut aller loin, mais il faut être un peu patient, parce que c'est un peu de boulot. Il va vous montrer ça. D'une certaine façon, l'informatique et l'information, ça se met à remplacer la matière, l'énergie, etc. Parce qu'on peut le... complémenter. Alors, il y a ce mouvement qui va un petit peu vers le remplacement, même si effectivement on ne peut pas forer une carte. Mais, et alors il y a l'exemple des crypto-monnaies, où le risque c'est que finalement pour utiliser les crypto-monnaies, ça coûte plus cher que... Enfin ça coûte de l'énergie et finalement est-ce que ça va plus valoir le coup, etc. Donc ma question, mais est-ce que c'est vraiment une question, c'est est-ce qu'on risque pas au bout d'un moment que l'information arrive à ses limites parce que ben, on ne peut plus, ça en fait trop, il y a des phénomènes d'utilisation récursive qui font que ça crache, quoi. Une espèce de big crunch c'est pas un jour, c'est largement vrai maintenant. Donc regardez sur Internet, si vous n'êtes pas à Paris, le cours qu'on va faire sur la sécurité. Vous allez voir que les problèmes sont extrêmement sérieux et inconnus. C'est surtout la culture des gens, hein. Jean Villard disait « la culture coûte cher, essayez donc l'ignorance ». Par exemple, en médecine, c'est intéressant. Il y a des chercheurs en sécurité qui ont regardé les pacemakers et les pompes à insuline. C'est énorme, les pacemakers, il y a beaucoup de pacemakers. Et ce qu'ils ont vu, c'est que personne ne s'était jamais occupé de la sécurité et que chaque pacemaker contenait plusieurs milliers de trous de sécurité connus. Donc, c'était pas très dur de prendre le pouvoir sur un pacemaker si on avait envie à distance. Bon, avoir envie, c'est un autre problème, mais c'est pas très dur. Et les médecins ne savaient même pas qu'il y avait du logiciel dans les pacemakers. Donc, le ministère américain de la Santé a fait une admonestation à la FDA, la Food and Drug Administration, en disant « mais vous faites des tests de folie sur les médicaments, et vous ne regardez même pas les logiciels ». Mais dans les automobiles, c'est pareil. Et les gens ne le savent pas, c'est ça le problème. Par exemple, Toyota, j'ai déjà parlé de ce bug dans mes cours, c'est pas des bugs, c'est pire que ça. Toyota a tué 89 personnes aux États-Unis de façon attestée par le programme du contrôle moteur qui était n'importe quoi et qui écrase tous les paramètres, une abordement de pile qui écrase tous les paramètres du moteur, enfin des trucs comme ça. Donc la bagnole part tout droit à fond. Personne n'en entend jamais parler, c'est extraordinaire.
Donc non, on est déjà... parce que le public n'a pas d'exigence de qualité, le public n'a aucune idée de ce qui se passe. Je dirais, les informaticiens aident beaucoup, parce que ce n'est pas ceux qui sont les plus doués pour parler au public. Hein. Donc moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle l'hyperpuissance de l'informatique, qui est fait pour les gens qui ne connaissent pas l'informatique, ou les gens qui connaissent l'informatique, mais sous l'angle informatique. Parce que le problème, c'est que les informaticiens, des fois, ils ne savent pas très bien ce que font les gens. Hein. Et bon, si on regarde par exemple l'interaction machine, chérie à Nicolas Roussel, il y a énormément de trucs qui sont des non-sens intégraux en interaction machine, c'est absurde. La blockchain, Rachid Garaoui a un talk bientôt au collège qui est la blockchain, une solution, oui, mais pour quel problème? C'est assez intéressant. Et tout le monde n'est pas forcé de faire des blockchains qui bouffent autant d'énergie que le Bitcoin. Hein. Puis après, là, on est dans le domaine de spéculatif, machin. Zéro compétence, zéro expérience personnelle. Moi, je joue au loto et je perds. Alors, la blockchain, c'est pas pour moi. Mais effectivement, le problème, c'est qu'il y a une méconnaissance du domaine partout. On a quand même décidé d'arrêter d'enseigner l'informatique au lycée en France en 1997, au vrai moment de l'explosion de l'Internet. Hein, et ça va revenir l'année prochaine. Ça fait quand même pas mal de temps entre les deux. Hein. Bon. Donc, oui, mais comme les gens ne savent pas... Pour ça qu'on lit n'importe quoi souvent, c'est que les gens n'ont aucune connaissance, mais c'est aussi parce que les informaticiens ne leur expliquent pas dans des mots qu'eux comprennent. Hein. C'est un peu mon boulot, beaucoup. Hein. Et là, il y en a du boulot à faire. Bon, l'INRIA se bouge pour ça, il y a beaucoup plus de gens qui se bougent qu'avant, mais on a un retard. Les physiciens font ça tout le temps, les astronomes font ça tout le temps.